Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Backdoor. Bonjour Baptiste, comment il va ? Bonjour mon cher ami, il va très bien aujourd'hui. Il va très très bien. Très bien, il a passé une bonne journée. Il a passé une journée fatigante, mais une bonne journée nonobstant. Mais il est prêt à enregistrer. Il est prêt, il est d'attaque, il a faim, il est chaud. Il a faim. Ouais. Dans cette petite mini-série, j'ai envie de dire, de 2 épisodes, nous allons vous évoquer les histoires des 2 grandes ligues américaines, la NBA et la WNBA. Parce que j'avais envie mais t'avais envie, je pense aussi, de parler de la WNBA au global. Ouais. De vous servir un petit peu de porte d'entrée vers cette fantastique ligue qui est encore bien trop sous-cotée à mon goût, même si c'est en train de s'améliorer, on va dire. Exactement, et du coup on s'est dit, bah tiens, tant qu'à faire, faisons donc son pendant masculin. parce que why the fucking not. Avant qu'on parte dans le vif du sujet, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles à ce podcast si vous êtes sur Spotify, ou n'importe quel autre type de note sur n'importe quel autre type de plateforme. Je pense à tous nos gars qui écoutent sur YouTube, laissez un pouce vert, un commentaire. Exactement. Dites-nous que vous nous avez entendus. Laissez le mot taille 6 en commentaire si vous avez écouté jusque-là. Taille 6 Ok. Après, taille 6. Ça a littéralement commencé depuis 2 minutes. Tu prends pas trop de risques. Ouais, je sais. On a peut-être un taux d'écoute dégueulasse, tu sais pas. Peut-être que les gens se barrent dès qu'on dit bonjour, ils en ont marre. Ouais, en même temps, je pourrais les comprendre. Mais ouais, moi aussi, je me barrais si c'était nous qui parlions. Allez, commence aujourd'hui, donc on parle de WNBA. Comme je le disais, le but de servir de porte d'entrée. Donc on va vous présenter un petit peu la WNBA, son histoire, ses grandes équipes, ses grandes joueuses. Vous vous en doutez, pour ce qui est des joueuses, il y en a pas mal qu'on va continuer à traiter dans les prochains mois. On en a déjà traité une seule, puisque Cheryl Miller n'a pas joué en WNBA, même si elle y a coaché. C'est vrai. Mais on a déjà parlé de Madame Maya Moore. On a parlé de Madame Caitlin Clark, qui est actuellement en WNBA quand même. Qui actuellement y joue. Effectivement, bien vu. C'est vrai que la saison WNBA a commencé ce 15 mai. J'en profite d'ailleurs pour dire ça, n'hésitez pas à télécharger l'app WNBA, c'est pas du tout sponsor, et je sais pas d'ailleurs si c'est un bug ou pas, mais les matchs actuellement sont dispo pour la plupart, alors pour tous en replay, et pour la plupart en direct, sans avoir besoin du League Pass, qui est de base pas très cher, parce qu'il est à 30 balles. Ouais, j'ai découvert ça en fait, je l'ai pas pris la dernière fois, je clique sur un match, je fais oh putain je peux le voir en direct, banger. Je me suis regardé un petit Aces Sparks, c'était pas piqué des hannetons. Ah bah j'imagine que les hannetons n'étaient pas piqués, oui. Ah, le hanneton n'était pas du tout piqué. Commençons par un hanneton qui n'est pas piqué, et commençons en ne parlant pas finalement de WNBA, puisqu'on va parler de l'une des premières ligues de basketball féminin aux États-Unis, qui se nommait la WBL, pour Women's Basketball League. J'ai fait beaucoup d'années d'inspection pour deviner ça. Et cette ligue, tout comme la WNBA, elle va démarrer avec 8 équipes et bien évidemment une draft. Et si j'ai choisi d'ouvrir sur ce sujet-là, c'est parce qu'il y a une anecdote dont on ne pouvait pas passer à côté en tant que féru d'anecdotes. La première choix de cette draft, c'est Madame Ann Myers. Est-ce que ce nom te dit quelque chose, Baptiste ? Très peu. Très peu, et bien pourtant ça devrait, puisque Madame Ann Myers, alors elle est choisie par les Houston Angels, mais ça, soit voilà. Pour l'anecdote, cette femme, elle va être appelée un jour par le proprio des Indiana Pacers, qui va lui dire, bah écoute, t'es un petit peu une rosta en fait en NCAA, t'es une putain de scoreuse, est-ce que tu viendrais pas faire un training camp ? Et de faire un training camp, elle va finir signée dans l'effectif, et va devenir la première et seule, pour l'instant, femme de l'histoire à avoir signé un contrat NBA. Putain, l'histoire est folle. Ouais, alors histoire complètement folle, alors elle aurait été que 2 mois et demi plus tard, elle aura joué aucun match officiel, mais elle aura fait partie d'un roster de WNBA pendant 2 mois. De NBA, pas de WNBA. Ouais, de NBA, exactement, dans les années, à l'époque, 80, puisque c'est... Je l'ai pas dit, mais la WBL, ça se crée en 1977. Ok. Bon, la WBL, ça va pas faire long feu. Parce que, un gros problème, l'argent. Oui, finalement, c'est le nerf de la guerre, toujours. Exactement. Ils payent très cher leurs athlètes, puisque je vous conseille d'aller voir le As We Rise 25 Years of the WNBA, qui est un documentaire qui est dispo sur le NBA League Pass, qui dure 45 minutes et qui retrace toute l'histoire de la ligue. Et donc avant, il parle un petit peu de ce dont je vous parle là.
Et en fait, t'as une femme d'ailleurs qui signe à l'époque le plus gros contrat. Genre, elle prend $50,000 par saison. Ok. Ce qui est quand même un peu vénère. Ouais, ce qui est sympa. Mais en fait, ouais, c'est sympa, hein, mais elle explique que globalement, après 4 mois, il n'y a pas de paye. Hein. Ah. Ah. Parce que oui, ça rapporte pas beaucoup d'argent et faute de thunes, la ligue ferme ses portes en 1980 après seulement 4 années d'existence, laissant alors un trou béant, puisqu'à ce moment-là, si vous êtes une jeune basketteuse et que vous décidez que le basket c'est votre vie et j'aimerais en faire mon métier, et bien après l'université, hormis passer pro à l'international, sinon c'est dead, il y a rien de proposé aux États-Unis. Putain. Qui est pourtant le pays de création du basket. Hein. Et le basket féminin voit le jour très tôt aux États-Unis quasiment. Aussitôt que le basket tout court. Oui. Oui. Évidemment. Tout ça, tu nous en avais parlé, Baptiste, dans l'épisode sur les Miller, mais ça va condamner des grands talents du basket féminin. Notamment Sheryl Miller, hein, qui ne jouera jamais pro à cause de ça. Je fais rapide, mais elle ne jouera jamais pro, Sheryl Miller, à cause de ça. Alors que c'est... potentiellement la meilleure joueuse de basket de tous les temps. Ouais, et quand je parlais du documentaire tout à l'heure, ils incitent bien sur le fait que c'est certainement la meilleure de tous les temps alors qu'elle a pas foutu un pied en pro. Ouais. C'est vous dire, vous imaginez tout simplement aujourd'hui, Victor Wembanyama n'a aucune solution pour jouer au basket après ses années de lycée. C'est-à-dire qu'il a passé son bac et après, désolé, ça s'arrêtera là pour toi. Tu vas aller à l'usine, mon pote. C'est ça, c'est pas imaginable, mais ça a été la réalité pour énormément de fans et de jeunes passionnés de basket à l'époque. Mais le comiche de l'époque en NBA, monsieur David Stern, lui, ça fait un moment, déjà depuis qu'il est en place en NBA, qui se dit j'ai un petit dossier là en haut de ma pile de dossiers. D'ailleurs, ils font la vanne, il paraît que c'était vraiment le dossier en haut de la pile. Le dossier WNBA, où en fait ils disent vraiment, lui sait qu'il faut créer une ligue parce qu'il n'y a rien. Et il attend le bon moment. Et ce bon moment, ça va être l'année 1996. Parce qu'en 1996, ça y est, le projet il passe du haut de la pile au bureau de M. David Stern. Et il y a deux facteurs de contexte qui vont amener à ce qu'on mette le dernier coup de tampon pour dire allez c'est parti on y va. Il y a en NCAA une rivalité qui a énormément marqué les Américains à l'époque, c'est une rivalité entre Tennessee et Yukon. À Yukon, on va retrouver Madame Rebecca Lobo, on en parlera un peu plus tard, et un coach à l'époque très jeune, je fais un coucou, Monsieur Geno Ariema, dont j'ai parlé dans l'épisode sur Maya Moore, qui est à l'époque à sa première saison et qui vient déjà de caler un 35-0 avec le titre. Rien que ça, hein, s'il vous plaît. Rien que ça. Non, vous vous souvenez dans l'épisode de Maya Moore, on disait qu'il avait fait un back-to-back en n'ayant jamais perdu. Ouais, c'est pas mal. Petite ligne je pense qu'on a sympa. trouvé l'antagoniste. Ouais, on a trouvé l'antagoniste de la défaite. Mais du coup, donc ça met beaucoup de lumière sur le basket. 96, qu'est-ce qu'il y a aussi, Baptiste, en 96 ? Les Jeux Olympiques d'Atlanta ? Les Jeux Olympiques d'Atlanta. C'était vraiment la réponse que t'attendais ? C'est vraiment la réponse que j'attendais. Oh putain. Et c'était pas... mais ça n'était pas la réponse la plus difficile à donner. Il y avait pas mal d'options quand même. Genre, il s'est passé des choses en 96. Genre pareil. Ouais, mais il y avait que ça qui m'intéressait. Ok, ça se tient. Non mais vas-y. En 96, donc, il y a les JO d'Atlanta et Team USA féminine au basket, elles sortent d'un échec en 92 parce que les filles en 92, elles finissent avec la médaille de bronze. Oh là là, la honte. Donc, la honte, mais en même temps, elles peuvent pas jouer pro, frère. Alors tu prends soit des joueuses qui sont en NCAA, soit des meufs qui sont là, en fait, on n'a pas joué de match de compétition depuis des années. En même temps, elles avaient pas Sheryl Miller en 92, elle a été blessée, je pense que c'est pour ça, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'elles ont perdu. Ouais. Du coup, il faut bien faire quelque chose, et le deal, il est le suivant. Si Team USA gagne les JO 96, la NBA valide le projet, et pour l'année 97, on aura la première saison. Ok. Donc autant te dire qu'à l'époque, les deux personnes en charge du projet, qui sont monsieur Adam Silver, coucou toi, ah bah tiens, et madame Val Ackerman, grande dame, vous allez voir, de la WNBA, elles sont là, elles sont à fond derrière Team USA, et en vrai, l'équipe américaine, elle s'est tellement bien préparée pour faire face aux JO de 96 que ça fait déjà 1 an que le groupe des 12 joueuses s'entraînent tous les jours et font le tour du monde pour jouer contre qui veut bien les affronter. Bien évidemment, elles gagnent le titre en 1996 et l'or olympique. Rien que ça. Ce qui permet au basket féminin... Ouais, rien que ça. Et ce qui permet au basket féminin à ce moment-là de devenir le premier sport féminin aux États-Unis. Oh. Ce qui est stylé. Ce qui est très cool, hein. Ouais.
Ce qui est très très cool. À ce moment-là, le projet il est lancé du côté de la NBA. Allez, c'est parti. Ramenez-moi des journalistes. On fait une conférence de presse. On va surfer sur la vague des JO. Et David Stern, accompagné donc de Madame Vala Kerman, annonce la création de la WNBA pour 1997. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls à avoir eu l'idée. Puisqu'en parallèle, une autre ligue se crée, la ABL, l'American Basketball League, qui, elle, démarre à l'automne 96, là où la WNBA compte démarrer en juin 97. Et surtout, petit avantage pour la ABL, le projet de la NBA était si bien gardé qu'aucune joueuse de Team USA n'avait connaissance du projet. Ah oui ? Là où la ABL, ça fait déjà plusieurs années que les filles savent qu'il y a quelque chose qui se trame et que potentiellement elles vont pouvoir jouer pro. Donc toutes les stars de... J'écoute. J'allais dire, mais ils communiquaient pas entre eux, genre par exemple les meufs qui ont fait les JO de 96, à aucun moment elles ont dit trop cool, l'année prochaine on va pouvoir être pro. Bah si, justement, oui mais elles le savaient avec la ABL, mais la WNBA n'avait parlé à auqu'une joueuse pour l'instant. Mais genre la NBA ils ont pas pensé à en parler aux joueurs et aux joueuses. Écoute, je sais pas ce qu'ils se sont dit à ce moment-là dans le département com, mais ils se sont pas pris la bonne solution. Ouais, bah oui, clairement. Parce que du coup, il y a énormément de joueuses de cette équipe de 96, et c'est des joueuses très talentueuses, pour en citer quelques-unes comme ça. Cheryl Soup, Madame Dawn Staley, Madame Lisa Leslie, Madame Rebecca Lobo, j'en oublie certainement d'autres. Mais du coup, il y en a pas mal qui signent avec la ABL. La WNBA arrive quand même à en faire signer 3. Madame Rebecca Lobo, Madame Cheryl Soup et Madame Lisa Leslie, qui signent des contrats directement avec la Ligue sans encore connaître leur future équipe. Et se lance une campagne de promotion nommée We Got Next, qui annonce un démarrage en trombe. La Ligue va donc démarrer avec 2 conférences de 4 équipes chacune. Et l'objectif, c'est de créer une ligue qui puisse rester dans le temps. Pour ça, du partenariat télé, NBC, ESPN, Lifetime Television. Désolé du rototo. T'inquiète. Et la saison du coup a lieu l'été parce que d'un point de vue concurrentiel, l'été c'est là où il y a le moins de sport, hormis le baseball. Donc pourquoi pas le foutre là, ça va permettre au match d'être diffusé en direct. Pour vous citer les équipes qui vont démarrer la toute première saison de WNBA, à l'ouest nous avons les LA Sparks, les Phoenix Mercury, les Sacramento Monarchs et les Utah Stars. À l'est, nous avons les Charlotte Sting, les Cleveland Rockers, les Houston Comets et les New York Liberty. Petit spoil, sachez que sur ces 8 équipes, il n'y en a que 3 qui existent encore. C'est peu. C'est peu, on va en parler, vous en faites pas. Lors du 21 juin 1997, le premier match de l'histoire de la WNBA a lieu entre les Los Angeles Sparks et les New York Liberty. Crois-moi que David Stern, là il a dû dire tu me fais pas démarrer ça avec un Cleveland Utah. Hors de question pour les audiences là. Bien sûr. Ce grand mafieux là. Pour ce grand mafieux David Stern. Pour la petite anecdote trivia, vous pourrez dire je le savais, le tout premier point de l'histoire de la WNBA est marqué par Madame Penny Toller. Voilà, c'est stylé, je trouve, donc je voulais citer son nom. Pas tout le monde qui peut dire j'ai marqué les premiers points d'une ligue professionnelle. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ce qui est pas mal aussi, en vrai, c'est le bilan à la fin de la première année, parce qu'on a plus de 50 millions de viewers sur les 3 networks cumulés. Donc ce qui est pas dégueulasse pour une ligue qui va d'abord jouer 30 matchs par équipe la première saison. C'est pas si mal. C'est sûr que c'est pas comparable à la NBA, mais c'est pas si mal. Je vous ai parlé un petit peu de la ABL. La compétition elle est quand même assez rude, parce que la ABL surtout elle a une particularité au début, c'est qu'elle paye mieux. Et quand tu payes mieux, spoiler, t'attires plus de gens. Étonnant. Mais ça. Il y a un choix. Étonnant. Il y a un choix qui va provoquer la chute de la ABL notamment. C'est que même s'ils payent mieux, ils te payent pas non plus pour permettre aux athlètes de ne faire que ça et de ne vivre que sur ça. Elles ont quand même besoin potentiellement d'avoir autre chose à côté. Et en fait, la ABL, les contrats sont exclusifs, ce qui fait que les joueurs sont pas autorisés à faire du basket en dehors des franchises de ABL. Là où les contrats de WNBA, eux, ne sont pas exclusifs parce qu'ils avaient bien compris, Madame Vala Kerman en parle, elle dit on a conscience que la plupart des joueuses vont aller jouer off Atlantic après la saison. Donc ça va pas aider la ABL à garder certaines joueuses, et en vrai, souci de thunes, en 99 la ligue s'arrête. Donc ça aura duré 3 ans quoi.
3 ans. La concurrence a été éradiquée en 3 ans. Putain, violent. Mais après, c'est ce qui est dit aussi dans le reportage, la ABL n'a pas le soutien financier que la NBA peut filer à la WNBA à ce moment-là, on va en parler plus tard, mais ça a mis la main à la pâte côté NBA pour faire vivre le projet. Côté la main au portefeuille surtout. Ouais, la main au portefeuille, oui, la patte, le portefeuille, t'appelles ça comme tu veux. Mais parlons un peu des équipes, parce que c'est ce qui vous intéresse finalement, les équipes dans une ligue. On va parler un peu déjà des équipes d'expansion, des faits marquants, et après on reviendra sur les grandes dynasties, si ça vous va. Ça me va. On a commencé la ligue avec 8 équipes, tu te souviens, Bat? Oui, tu l'as dit il y a pas longtemps, donc je m'en rappelle encore. C'est vrai, c'est bien, t'es hyper attentif comme garçon. Ouais. En 98, on ajoute 2 équipes, les Detroit Shock et les Washington Mystics. Okay. En 99, on ajoute encore 2 autres équipes, le Orlando Miracle et les Minnesota Lynx. Okay. En 99, 2 autres petits faits marquants. On a le premier CBA de l'histoire de la WNBA qui est créé, donc un corps entre la WNBA et la WNBPA, le syndicat des joueuses. C'est la première fois dans l'histoire d'un sport d'équipe féminin qu'on a un accord de ce type. Ok. Ce qui est vraiment stylé. Ouais. Pour leur donner leur fleur, c'est poussé à l'époque donc par les stars, Cheryl Swoops, etc. de WNBA, mais aussi par la comiche, Madame Val Ackerman, parce que ça leur permet en fait, elle le dit, ça permet aussi de prendre en compte une réalité qui dépasse le basket pour ces femmes, qui est que pour certaines ce sont des mères, et que il faut aussi leur laisser la possibilité de pouvoir avoir une vie de femmes et de mères à côté de leur vie d'athlètes professionnels. De bonnes nouvelles, en 99, nous avons aussi le premier Weekend All-Star de la WNBA. Oh. Et sachez, contrairement à son homonyme masculin, que c'est vraiment une rivalité assez tendue, le Weekend All-Star en WNBA. Parce que, déjà, pour faire simple, la conférence Est ne va gagner son premier match qu'en 2006. Ah 10 ans après. Et pendant 10 ans, ils vont se faire botter le cul. Ouais, on est sur une dictature de l'Ouest, là, assez violente même. Hein. Ah, je pense qu'on pouvait dire que la conférence Ouest était peut-être meilleure à ce moment-là. Ouais, je pense qu'on peut... on peut dire ça. On peut le dire. Sachez que ce format de Est contre Ouest, il a été abandonné en 2018 puisqu'ils ont décidé de faire comme en NBA, c'est-à-dire avec le système des capitaines, etc. Système de merde, si vous voulez mon avis. On est bien d'accord. Et on est bien d'accord. Et on y retrouve aussi un petit concours à 3 points. Ok. Parce que il faut bien qu'on puisse shooter des ballons. Année 2000, on ajoute encore des équipes. On ajoute 4 équipes cette fois-ci. Les Indiana Fever, les Seattle Storm, les Miami Soul et les Portland Fire. Okay. Ça porte le nombre d'équipes à 16, qui est le total le plus élevé de l'histoire de la Ligue. En 2001, on a un nouveau diffuseur qui vient. Et même, la première draft WNBA est diffusée en direct. Eh bien. C'est très stylé, c'est des chiffres encourageants. Tellement encourageants qu'à la fin de saison, l'audience, elle a atteint les 60 millions de personnes. C'est retransmis dans 23 langues différentes et dans 167 pays. C'est chouette. Ce qui est très chouette. Et en termes d'ailleurs d'audience, si on prend un peu la parité, enfin pas la parité, mais s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui viennent, on a donc majoritairement des femmes, 70% contre 30% d'hommes. Et en termes d'audience, on est à 50-50, mais surtout ce qu'on remarque, et ça, c'est ce qui explique que la Ligue, aujourd'hui, elle fête ses 28 ans, c'est qu'on a énormément de jeunes filles qui sont dans le public et qui commencent à s'attacher à ces héros. Parce que oui, c'est comme ça que vous créez un truc qui perdure dans le temps, en ayant les plus jeunes. Bah oui, logique. Bah oui, putain. Pas être sorti de grandes écoles pour comprendre ça. J'ai le droit de faire une parenthèse ou pas ? Tu peux faire une parenthèse. C'est pour ça que quand les Toronto Raptors sont arrivés en NBA dans les années 90, quand ils ont voulu dessiner leur logo, ils ont choisi un dessin un peu style dessin animé. Je sais pas si tu te vois à quoi ressemble le premier logo des Raptors. Il y a un style vraiment assez dessin animé, assez cartoon. Ouais, c'est carrément. Justement... En plus, on est en pleine hype Jurassic Park. Exactement. Et c'est justement pour ça qu'ils ont choisi ce type de design-là, pour plaire aux enfants, pour que les enfants grandissent avec les Raptors et qu'ils deviennent fans très jeunes des Raptors. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Raptors ont une grosse fanbase... que ce soit à Toronto ou même ailleurs, tu vois. Mais écoute, cette parenthèse est extrêmement qualitative. Ça me fait plaisir. J'ai beaucoup apprécié ta parenthèse. C'est vraiment un pur kiff ce que tu viens de me raconter. Oh, arrête, je vais rougir. Non, en plus, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est chouette. Revenons sur la WNBA. Oui. 2002, dans le cadre de la mise en vente, parce que c'était prévu dès le début,
En fait, après 5-6 années d'existence, la ligue qui était au début copropriétaire de toutes les franchises, avec donc les homonymes, les proprios de franchises NBA qui avaient accepté d'avoir des franchises WNBA, et elle décide de mettre leur part en vente. Ça provoque un déménagement des Utah Stars à San Antonio pour devenir les San Antonio Stars. Ok. Le Orlando Miracle, eux, vont déménager à Connecticut pour devenir les Suns. Ok. Et on a, à ce moment-là, la première franchise non détenue par soit la NBA, soit une contrepartie masculine, puisque les Suns deviennent propriétaires indépendants, sont chopés par un propriétaire indépendant, ce qui est vachement stylé en vrai. Parce que pour une ligue jeune comme ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'extérieur, entre guillemets, qui donne confiance à ton modèle économique. Faute de repreneurs, les Miami Soul et les Portland Fire vont disparaître, malheureusement. On perd 2 équipes. En 2003, on perd encore une équipe, les Cleveland Rockers. Anecdote qui me fait marrer, sachez qu'ils s'appellent les Cleveland Rockers parce que je savais pas, mais il y a le Hall of Fame du rock, apparemment, qui est pas loin. Oui, il est à Springfield, il me semblait, mais... Ouais, je crois que c'est ça, possiblement, ouais. Et je sais pas, je vais jamais calculer, mais voilà, petite anecdote finie. 2005, la commiche, Madame Vala Kerman, va s'en aller, va laisser son poste, puisqu'elle va aller devenir présidente de USA Basketball et qu'elle a aussi envie peut-être de passer un peu plus de temps avec sa famille, puisqu'elle a confié que c'était très très prenant. Oui, tu m'étonnes. Mais c'est une... que ça soit c'est une grande figure. Ouais. C'est une grande figure qui part à ce moment-là pour une ligue, mais en vrai, elle part avec une ligue, franchement, dans un plutôt bel état. Alors, on verra que financièrement, ça n'a pas toujours été au plus... Enfin, c'est pas toujours au plus stable. Mais on va arriver en 2006, on va arriver aux 10 ans de la ligue. Et c'est un milestone que aucune autre ligue professionnelle de sport féminin américain n'a jamais passé. Putain, merci donc pour les super travaux, stylé. Madame Kerman. Merci pour les travaux, Vala Kerman. En 2006, petit cadeau comme ça, la ville de Chicago se va offrir sa franchise avec le Sky. Ok, on lui offre directement. Ouais, on lui a dit, tenez Chicago, votre ville. Ok. Enfin, votre franchise. Non, bien évidemment, il y a des questions de proprio, mais sachez que ce n'est pas un proprio en rapport aux Bulls. On en parlera après. Ok. Après 2006 vient 2007, et en 2007, les proprios des Bobcats, et je sais pas si à ce moment-là c'est déjà Jordan. J'en ai aucune idée. Mais je crois que oui. C'est peut-être le début. Mais en tout cas, ils vont faire les rats, et ils vont plus vouloir s'occuper des Charlotte Sting, et la team est donc dissoute. Et les joueuses sont réparties dans les différentes équipes via une draft avec le choix en fonction du classement inversé, last to pick first. Vous voyez le principe. Ouais. Mais pour contrebalancer, en 2007, c'est une autre ville qui va se voir offrir sa franchise, c'est Atlanta, avec les Atlanta Dreams qui vont faire leur apparition. On a perdu une franchise, on a retrouvé une autre. Ça s'équilibre. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on estime à cette époque-là, en 2007, qu'une équipe WNBA, c'est déficitaire d'1 à 2 millions par année d'exercice. Ouais, c'est beaucoup d'oseille. Ouais, un peu, ouais. Pas très rentable, l'histoire. C'est beaucoup... Non, pas très rentable. Pour vous dire, à l'époque, la NBA, elle dépense en moyenne 10 à 15 millions de dollars par an qu'elle injecte directement dans la WNBA pour continuer de faire survivre la ligue. Alors, on a dit que c'était pas très rentable. Oui. On voit 10 à 15 millions d'euros. Oui. La NBA est une entreprise qui génère plus de 5 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est une goutte d'eau. Oui, c'est rien. Qu'on remette bien les choses en parallèle. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient raison de le faire, c'était important. Mais croyez pas que ça a eu quelconque impact sur les thunes qu'ont touché les dirigeants de la NBA à ce moment-là. Vous en faites pas, c'est très bien été absorbé. Oui, ça va. Ça va. Continuons dans l'histoire de cette ligue, puisqu'en 2008, c'est une franchise historique qui va quitter la WNBA. Vous le verrez après pourquoi elle est aussi historique. Mais les Houston Comets ne trouvent pas de repreneur et sont contraints de disparaître et de mettre la clé sous la porte. Assez triste. Je vous en dirai plus après. On a du mal à être triste. Là-dessus, je me suis peut-être planté. Mais on en parlera après, c'est pas grave. On se rend compte des fois qu'on fait de la merde en cours de route, faut improviser. C'est surtout que si tu t'as jamais entendu parler de cette équipe-là, t'en as rien à foutre, je vais pas te mentir. C'est vrai. Moi ça va, je connais un peu. Quelque chose à foutre après. Mais bon. Excusez-moi. T'inquiète, on t'en veut pas. Si un peu, mais vas-y. En 2009, les Detroit Shock vont être relocalisés dans l'Oklahoma.
Ils vont partir du côté de Tulsa. Alors déjà, j'ai appris l'existence de cette ville. Et en parallèle, une autre équipe va être victime de problèmes de thunes, puisque c'est les Sacramento Monarchs qui vont être dissous par ce radin de proprio des Kings. Balle gratuite au proprio des Kings. Ouais, bon, ça fait toujours plaisir. Tirer sur les Kings, c'est toujours marrant. C'est toujours un plaisir. Oui. Je vous disais tout à l'heure que qu'une équipe WNBA, ça perdait de l'argent. En 2011... il y a 3 équipes qui annoncent avoir réalisé un profit sur la saison. Oh. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. À l'époque, vous avez... Ouais, c'est plutôt chouette. À l'époque, il y a 14 franchises, si je ne m'abuse. Donc, bah, ça fait déjà quasiment 20% qui réussit à dégager quelque chose. Va y avoir aussi un très beau... un très beau, pas effet bulle, mais effet loupe un peu sur la WNBA, puisqu'en 2013, on a 3 énormes poissons qui vont se présenter à la draft. Madame Skylar Diggins-Smith, Madame Elena Della Donne et Madame Brittney Griner, qui vont être surnommées The 3-2C et qui, on l'estime, ont permis d'augmenter la part d'audience de la NBA de 28%. Eh ben, à elle seule, 28%? Ouais. Putain, c'est colossal. En tout cas, de ce que j'ai lu, ils estiment vraiment que c'est une période de transition. Il y a beaucoup de stars à ce moment-là, de vieilles stars qui partent et de nouvelles stars qui émergent. Et en fait, elles étaient vraiment 3 méga stars sur le circuit NCAA et vont amener pas mal d'audience à ce moment-là. Coïncidence ou non, 6 équipes cette année-là déclareront être en profit. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette, ouais. C'est plutôt très chouette. C'est plus trop très chouette, mais l'oseille reste compliqué pour les joueuses. En 2015, on va avoir un exemple assez parlant. On va avoir ce que j'ai appelé le cas Diana Taurasi, puisqu'à l'époque, quand elle est quand il n'y a pas de saison WNBA, elle joue en Europe avec Ekaterinbourg. Baptiste, Ekaterinbourg, on est d'accord que ça a beaucoup d'oseille. Bah, c'est le plus gros club russe, c'est l'un des plus gros clubs européens en basket féminin. Si tu dois le comparer à une équipe d'Euroleague aujourd'hui chez les hommes, c'est genre le Real, quoi, en gros. À peu près. Ça a beaucoup d'oseille. Ça a tellement d'oseille qu'en 2015, ils vont payer Diana Taurasi pour lui dire, écoute, nous, on te file de la thune et tu vas pas jouer en WNBA la saison 2015. Du coup, elle va pas aller jouer en WNBA la saison 2015. Ce qui va lui permettre de prendre du repos. Et ce qui va éveiller les consciences pour pas mal de choses. On en reparlera un peu plus tard, puisqu'en 2019, il y a quelque chose qui va se passer. Après 2015, c'est l'année 2016. Je vous ai rien appris. Peut-être un peu choquant. Non, attends, quoi? Je vous avais parlé des Tulsa Shocks et que j'avais découvert une ville. Bon, ils vont encore déménager puisqu'ils vont partir dans le Texas, direction Dallas, et vont devenir les Dallas Wings. De leur côté, San Antonio va déménager à Las Vegas pour devenir les Aces. Petite franchise un peu sympa actuellement. Ouais, plutôt, ouais. Avec 2-3 joueuses sympas. Exactement. On parlait il y a quelques secondes à peine du cas Diana Taurasi en 2015. Parlons maintenant du cas Breanna Stewart, puisque quand elle joue avec Ekaterinbourg encore, cette dernière va se faire le tendon d'Achille en finale de l'Euroleague en 2018. Et là, autant vous dire que ça la fout mal, parce que vous avez l'une de vos jeunes superstars qui se pète en jouant off-season, parce qu'en fait, les filles, on le voit là avec Caitlin Clark, elle a fini sa saison début avril, elle est déjà en train de rejouer. Oui. En fait, elles n'ont jamais de pause. Elles, littéralement, à part, je crois que ce qui est expliqué, c'est globalement, le maximum qu'elles aient, c'est 15 jours. Sur un an, ça fait peu de vacances. Ouais. Ouais. Pour reposer son corps, c'est compliqué. C'est peu. Conséquence de ça, ça va influencer le nouveau CBA de 2019 et ça va notamment permettre aux stars de ne plus avoir besoin d'aller jouer ailleurs, puisqu'à l'époque, on estime que 70% de la ligue joue ailleurs pendant la saison où la WNBA est off. Et aussi, même si ça bénéficie d'abord aux stars, ça va aussi découler un petit peu sur les autres joueuses, puisque le salary cap de manière globale augmente. Et en fait, il y a des choses qui arrivent, genre par exemple le fait que désormais une joueuse qui est enceinte conserve l'intégralité de son salaire. Ah, il n'y avait pas ça avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Putain, ça c'est terrible. Ça c'est terrible, mais malheureusement ça a été une réalité. Le fait aussi que... Alors avant c'était une exception qui était autorisée qu'une seule fois par équipe, mais une équipe pouvait dire à une joueuse, non, tu vas pas jouer en Euroleague, nous on te file $50,000 et tu restes. Et du coup ça à l'époque il y avait qu'une seule joueuse qui pouvait en bénéficier, on augmente le nombre, je crois que ça passe de 1 à 3. Ok. Donc ce qui permet quand même de garder un effectif pro un peu plus longtemps ensemble. Ouais. On va continuer tranquillement après ce CBA magnifique. Merci madame Nneka Ogwumike pour les travaux, qui est la présidente du NBPA. Et en 2020, c'est un truc qu'on a découvert cette saison, nous fans de NBA, la Commissioner's Cup.
Nous, ça s'appelle la In-Season Tournament. Puisque ça fait son apparition en WNBA à cette époque-là. Alors, ça fonctionne pas vraiment comme le IST, j'adore l'appeler comme ça. Ça fonctionne de la manière suivante. D'abord, vous avez la première partie de saison WNBA. Donc là, comme en NBA, les équipes ont des matchs à jouer. Sauf que, contrairement aux espèces de poules qui nous ont chié là, c'est vous devez jouer un match à domicile et un match à l'extérieur contre chaque adversaire de votre conférence. Okay. Ces matchs vont à chaque fois compter pour la Cup. Chaque équipe va devoir jouer un total de 10 matchs. C'est comme les deux équipes c'est comme le In-Season Tournament où c'est des matchs qui comptent et pour la saison régulière et pour la coupe. Ouais. Okay. Ça compte pour les deux. Les deux équipes avec le meilleur bilan sur les 10 matchs, elles vont s'affronter lors d'un match unique qui fait office de finale. Okay. Donc, visiblement, ça pose moins de soucis, enfin moins de questions, j'ai l'impression, en WNBA qu'en NBA. Parce que ça a l'air d'être vraiment joué, de ce que j'ai vu, les gens ont l'air vraiment heureux de gagner ce titre. Bon, en NBA, les Lakers étaient heureux de le gagner. Hein. Ouais, ils ont été heureux 14 minutes, j'ai compté. Bah, c'était le seul truc bien dans notre saison, ok ? Laisse-nous ça, s'il te plaît. En 2020, la Ligue va aussi fêter autre chose qui est plutôt sympathique, puisqu'elle va être qualifiée par le New York Times de Most Socially Progressive Pro League. Ok, sympa. Ce qui est stylé, ouais. On va pas se mentir. Notamment lié aux engagements, alors on en avait parlé de Madame Maya Moore, mais de énormément de joueuses au global. De ce que j'ai vu, on parlait de Brianna Stewart, j'ai vu passer les noms de Skylar Diggins-Smith, de Maya Moore aussi. Mais en fait, elles auront pris position sur toutes les questions LGBTQ, toutes les questions de couleur de peau, toutes les questions d'origine sociale, etc. Et les questions aussi de sexisme, pardon. Donc ça fait que cette ligue, cette ligue soutient beaucoup de mouvements. Hein. Tu m'étonnes. Un truc qu'on verrait pas en NBA, il y a quand même un épisode où elles ont des t-shirts avec marqué vote Arnok, genre c'est voter pour quelqu'un littéralement. Genre je pense pas que si demain ça se passe en NBA, les réactions soient pareilles. Ouais, pas certain de l'info. Pas certain. Avant d'attaquer un peu le reste des informations plus globales, sachez que sur le début de saison 2024, donc celui-là, la WNBA a enregistré 4 matchs qui ont dépassé le million de spectateurs, ce qui est chose rare dans son histoire, parce qu'il y a peu de matchs qui dépassent le million de spectateurs en saison régulière. Et on a notamment le Fever Liberty qui a eu lieu il y a 48 heures, si ma mémoire fait pas défaut, où il y a eu carrément un pic à 2 millions. Putain, le Caitlin Clark donc c'est chouette. Alors, oui, c'est ce que j'allais dire, puisque dans les 4 matchs, il y en a 3 où il y a les Fevers. Ouais. Tu m'étonnes. Donc oui, c'est le Caitlin Clark Effect. Allez voir l'épisode. Pour finir un peu sur l'expansion de cette ligue, en 2025, on attend avec impatience une nouvelle équipe, les San Francisco Valkyries. Je vous invite à aller taper ça sur Google. Leurs couleurs sont absolument incroyables. C'est vrai qu'elles sont très stylées. C'est un petit clin d'œil au feu Sacramento Monarchs. Mais c'est super chouette. Et en 2026, on attend une autre équipe dont on ne connaît pas encore le nom. Okay. Voilà un peu pour l'histoire de l'expansion de la Ligue, comment elle s'est comportée d'un point de vue structurel. Parlons un peu de... Est-ce que tu penses que à terme, chaque équipe actuelle de NBA aura, comme ils ont avec la G-League, c'est une équipe WNBA affiliée, quoi. Genre tu veux racheter le Magic, t'achètes la franchise NBA, mais t'achètes aussi du coup la franchise de G-League et la franchise WNBA, quoi. C'est le même proprio, quoi. Je pense pas, ça pourrait être intéressant, mais je pense pas parce qu'il y a déjà beaucoup de franchises qui sont indépendantes. Oui. Dallas n'est pas... Par exemple, les Dallas Wings, c'était ma prochaine question. Je vais te la faire maintenant et je te répondrai après. Vas-y. Baptiste, est-ce que tu es capable de me citer les 6 équipes WNBA qui sont jumelées avec des équipes de NBA? Parce qu'il n'y en a que 6 sur les 13 actuelles. Ok. Les Sparks. Vas-y. Oui, avec qui? Avec les Lakers. Oui, alors, mais c'est pas le même proprio, mais effectivement, elles sont jumelées. Ok. Donc ensuite, pas Chicago, pas Dallas, Indiana. Oui, Pacers et Fevers. Les Liberty avec les Knicks. Non. Ah, je croyais. Alors oui mais non. En même temps, s'il y a du oui mais non, tu me fais chier. Hein. Ah, c'est les Nets. Ah, c'est les Nets. Ok, d'accord. Oui, okay. Parce qu'en fait, les Liberty ont appartenu au MSG pendant super longtemps et en 2019, ils l'ont vendu aux Nets. Okay. Enfin, à Joe Tsai. Ok. Donc ça fait 3, je te l'accorde. J'imagine qu'on a aussi les Lynx avec les Wolves. Oui. Qu'on a les Exactement, ça fait 4. Les Mercury avec les Suns. Ça fait 5. Et la dernière Atlanta ? Non. Qu'est-ce que j'oublie Une franchise dans laquelle est passée Emma Messiman et Ella Deladoné. Ah, Washington. Ouais, les Mystics et les Wizards. Ok, ça va.
Et à venir, on aura donc les Warriors et Valkyries qui partagent le même proprio. Okay. Au total, une saison de WNBA, c'est 40 matchs actuellement. Sachez que ce chiffre progresse d'année en année, même si ça s'est stabilisé entre l'année dernière et cette année, c'est 2 saisons où on atteint les 40. En termes de format de playoff, vous avez 3 tours. Le premier tour, les quarts de finale si vous préférez. Les demi-finales et les finales WNBA. Okay. Sont qualifiés les 8 équipes avec le meilleur winning percentage. Ensuite, basé sur le principe du 1 contre 8. Mais ça veut dire filles des conférences. Ok. Il n'y a pas cette question de le dernier de la conférence Est est moins bon que celui qui n'est pas en playoff. Je trouve ça pas mal par contre. Ça, je trouve ça chouette. Oui. Pour les 2 premiers tours, c'est au meilleur des 3 matchs. Avec le meilleur bilan qui joue les 2 premiers matchs à domicile. Et s'il y a besoin d'un Game 3, ce sera au moins bon bilan. Ok. Et les finales sont au meilleur des 5 avec un format en 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur, 1 match à domicile pour l'équipe qui a le meilleur bilan. Okay. Pour les autres petites infos comme ça, si la saison tombe pendant les Jeux Olympiques, ce qui va être le cas cette année, la Ligue fait alors un break d'1 mois avant de reprendre pour permettre aux joueuses d'aller jouer les JO. Sachez cependant que ce break n'existe pas pour les autres compétitions FIBA. C'est-à-dire que les joueuses sont libres de partir les jouer, mais la saison continue quand même sans elles. Okay. En termes de trophées, on y retrouve les trophées qu'on connaît en NBA. MVP, Rookie of the Year, Sixth Player of the Year, Coach of the Year, Executive of the Year, Defensive Player of the Year. Classic shit, j'ai envie de dire. Une ligne à 3 points légèrement plus proche, puisqu'elle est à 6,75 m. Je crois qu'en NBA, c'est 7 mètres, non ? C'est 7,23 m en NBA. 6,75 m, c'est la distance FIBA. Ouais, exactement. Par contre, alors, ce que j'ai vu, petit truc est noté, les corners, eux, sont à distance NBA. Ok. Apparemment, les corners FIBA et NCS seraient plus rapprochés et la WNBA aurait fait fi de ça. Ok. D'écartant de 10 minutes, les règles de temps que vous connaissez, les 24 secondes, les 8 secondes pour passer le milieu de terrain, etc. Et enfin, pour le dernier truc un peu technique, la draft WNBA et la loterie. Alors, j'en avais parlé dans l'épisode avec Caitlin Clark, une joueuse doit être âgée minimum de 22 ans et avoir un cursus complet avant de se présenter, si elle est native américaine. Pour une étrangère, il suffit d'avoir 20 ans. Okay. Chaque équipe dispose de 3 choix de draft. Le meilleur bilan a le dernier choix de la draft. Et les 4 pires bilans sont séparés par une loterie comme on connaît en NBA. Voilà pour l'histoire de cette ligue. Ça a pris un peu de temps, on va essayer de faire un peu plus court sur le reste, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Parlons des grandes équipes qui ont marqué l'histoire de cette ligue. Je ne vais pas parler de toutes les franchises, j'ai volontairement choisi de parler de celles qui ont le plus gagné, parce que fuck it, fallait faire un choix. On va commencer par parler de la première de toutes, les Houston Comets. Yes. Et oui, Houston va rafler les 4 premiers titres de la WNBA, derrière un trio Cheryl Swoop, Tina Thompson et Cynthia Cooper, coaché par Monsieur Van Chancellor. Ce dernier va aider Houston à gagner puisqu'il va tout simplement créer un style de jeu imbattable et mettre les qualités de ses joueuses tellement en avant que vraiment les adversaires racontent que c'est vraiment faut être plus que parfait pour espérer les battre. Ouais. Dites-vous qu'elles vont faire le meilleur bilan de la ligue et qui tient toujours un petit 27-3, 90% de win rate. 27-3 oh putain, pas mal. Ouais. Sympathique. Ouais, sympa. Cette franchise, donc après son épopée des 4 titres, ne va plus faire grand-chose et va donc, comme je disais, disparaître en 2008. Après les Houston Comets, la franchise qui va prendre le relais en faisant un back-to-back, ce sont les Los Angeles Sparks de Madame Lisa Leslie. Lisa Leslie, qui était attendue comme l'une des grandes stars au début et l'équipe va un peu sous-performer, va se reprendre à ce moment-là 2 titres consécutifs. En 2008, le Sparks draft l'immense Candace Parker qui va permettre à Los Angeles de regagner un titre en 2016. Elle est qui draft mieux en WNBA qu'en NBA puisqu'en 2012, elles ont drafté Madame Nneka Ogwumike et c'est elle notamment la MVP des finales en 2016. Et oui, qui met le tir clutch dans le Game 5. Ouais, comme quoi, c'est pas toujours pareil. Et non, c'est pas la ville le problème, hein. Non. En soi, on draft. C'est ta franchise de merde. En soi, on draft bien. Russell, Ingram, Randle, c'est bien. C'est bien drafté. Ouais. Mais. On fait rien après. Voilà. Mais Lou Holding à la free agency, quoi. Voilà, enfin bref, c'est pas le sujet. Bref, voilà. Parlons d'une autre équipe qui a marqué l'histoire, puisque c'est tout simplement à égalité avec... Non, c'est pas la deuxième franchise, c'est à égalité avec les LA Sparks, la 3e franchise qui a gagné le plus de titres, les Detroit Shock
Et les Détroit Shock, ils sont coachés par quelqu'un qu'on aime bien. Est-ce que tu sais qui c'est? J'en ai aucune idée. Monsieur Bill Laimbeer. Oh Bill Laimbeer. Marrant ça. Et ouais. Putain, s'il y a bien un mec Bill que j'imaginais pas coacher, c'est lui. Eh bah si. C'est fou. Il a été excellent, monsieur Billou, puisqu'il va gagner en 2003, en 2006 et en 2008 avec Détroit. Okay. Et pour l'histoire, monsieur Laimbeer, il va réaliser un exploit jamais vu dans le sport américain. Il va faire un last to first, puisqu'il va prendre la franchise qui a le pire record sur une saison et en faire la franchise avec le meilleur record plus champion. Pas mal. Bien joué, Bilou. Bien joué, Bilou. Hein, il sera passé d'un bilan de 9-23 à un bilan de 25-9. Ok. Le mec a inversé les chiffres. Ouais, c'est ça, littéralement. Pas mal. Littéralement. Autre franchise qui a marqué l'histoire de la WNBA, les Minnesota Lynx. De Maya Moore. J'en ai parlé avec Maya Moore, exactement 4 victoires en 6 finales. Pas mal. C'est pas mal. Autre équipe qui a gagné 4 fois, les Seattle Storm. Puisque les Seattle Storm, donc de Madame Sue Bird notamment, même s'il n'y a pas eu que elle, mais c'est la grande figure de Seattle. En tout cas pour moi, c'est ce que j'ai l'air d'avoir compris. Une dynastie qui me fait un peu penser à la dynastie des Spurs, puisque ça va gagner en 2004, en 2010, en 2018 et en 2020. Ouais, il y a de ça, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça gagne dans à peu près toutes les décennies et tout. Ouais. Un peu stylé. Autre franchise qui pèse, les Phoenix Mercury de Madame Diana Taurasi, aka la GOAT, on va en parler après, qui vont gagner 3 fois en 2007, 2009 et 2014, mais surtout qui vont faire évoluer le jeu, puisqu'elles vont accélérer le jeu et le nombre de tirs à 3 points à la fin des années 2000, grâce à un monsieur que tu connais bien, puisqu'il a joué pour ta franchise, Monsieur Paul Westhead. Oh. Et oui, okay. Ce monsieur va amener finalement le 7 seconds or less chez les femmes. C'est toujours à Phoenix, quoi. C'est fou, ça. Toujours à Phoenix. Ouais, je sais pas, il y avait un truc dans cette franchise. Ouais, il y a un truc dans l'Arizona. Il se passe quelque chose. Et dernière équipe, parce que je voulais en parler, c'est une grande équipe en construction, c'est les Las Vegas Aces de Madame Aja Wilson, coachée par Becky Hammon, qui sont pour l'instant back-to-back champions et qui sont l'une des super teams et des juggernauts actuels. Favori pour le 3-peat en plus, un peu. On peut le dire. Ouais, alors il y a de la grosse concurrence, mais oui. Mais bon, elles ont toujours le même... Elles font partie des contenders. Elles ont toujours le même noyau dur qui vient d'être champion back-to-back, quoi, en gros. Exactement. Donc, bon... D'ailleurs, petit truc que je savais pas où placer. Ouais. Sachez que j'ai appris qu'en 2022, Iliana Rupert avait été champion avec la Aces. Voilà, alors qu'elle était rookie. Bon, tu savais pas ça? Je savais pas du tout qu'elle avait été champion avec la Aces, Iliana Rupert. Moi, je savais. Toc. Eh ben, moi qui avais pas. Et voilà, je te fais tes doigts d'honneur. Après avoir parlé des équipes, et parce que dans ce podcast on préfère parler des individus, j'ai décidé de vous parler des grandes stars. On va faire simple, on va se servir du vote que la WNBA a fait pour les 25 ans. Pour expliquer le contexte. 25 ans, la WNBA se dit, tiens, si on demandait aux gens d'élire notre GOAT. Donc ils prennent un panel de journalistes, ils les font voter, et à la fin ça nous donne un classement. Bien évidemment, ça date de 2021. Donc c'est légèrement vieux, c'est-à-dire qu'il s'est passé quand même pas mal de choses depuis. C'est une ligue qui va très vite. En même temps, quand vous avez que 28 ans d'existence, 3 ans ça pèse. Fait quand même 10% de votre vie. Et le classement est quand même très intéressant. En numéro 1, est-ce que tu vas deviner qui c'est? En numéro 1 ça doit être Diana Taurasi, non? C'est Diana Taurasi, exactement. Yes. Madame Diana Taurasi qui est toujours en activité, il me semble, du côté des Phoenix Mercury. Et j'ai enlevé le il me semble parce que j'en suis sûr, je l'ai vu jouer. Elle a pas 45 ans, Diana Taurasi? Elle a 38 de tête, comme ça je dirais. Ouais. Je pensais qu'elle était plus... Madame Diana Taurasi, 19,4 points par match de moyenne en carrière. 3 fois championne, MVP en 2009, 2 fois MVP des finales, all-time leading scorer, seule joueuse au-dessus de la barre des 9000 points. Putain. 10 fois All-WNBA First Team, et aussi All-Time Leading 3-Point Makers. Et B. J'aurais dû l'écrire en français, mais ça pèse. Vous avez compris qu'elle pèse. Ouais, elle pèse. Et dites-vous que j'ai squeeze des trucs. Oui. Genre j'ai squeeze les trucs de oui, elle est 4ème aux interceptions, 8ème en passe, parce que hormis une, ça avait... Sinon, il y avait 8 milliards de lignes de stats et il y a 25 choses à faire. Donc on va accélérer. Deuxième nom, et un nom auquel je pensais pas du tout avant de le découvrir, Madame Tamika Catchings. Ok. Alors retraitée depuis 2016, c'est une figure des Indiana Fever, cette joueuse.
Et elle y est draftée en 2002. Elle va remporter un titre là-bas en 2012 et elle est MVP en 2011. Mais ce qui fait qu'elle est classée aussi haut, c'est que c'est la seule joueuse de l'histoire à être top 10 all-time en interception où elle est première, en points où elle est troisième, en rebond où elle est quatrième, en passe où elle est huitième. Vous avez dit all-around? Vous avez dit all-around. Tu veux un autre truc impressionnant? Elle est 5 fois défenseuse de l'année. Ah, pas mal. Parce pas que mal, même. Accompagné de 7 All WNBA First Team. Même Ben Wallace et Rudy Gobert, ils l'ont jamais fait ça. Ouais, 5 fois Deepoy, ça commence à peser. Ouais, ça commence à être pas mal. Et globalement, de ce que j'ai lu sur elle, ils disent que s'il fallait définir le concept de joueur all-around, elle est pas mal placée. Catchings, quoi. Ils ont l'air de dire qu'elle est très bien placée. Une dame dont on a parlé un peu plus tôt, Madame Cynthia Cooper, la franchise player des Comets, qui tourne à 21 points par match en carrière, et qui a terrorisé tout simplement les premières années de la WNBA. On disait 4 titres, 4 fois MVP des finales, 2 fois MVP de saison régulière. Elle a la meilleure moyenne all-time en scoring. Elle est 4 fois WNBA First Team. Et dites-vous surtout qu'on parle d'une carrière qui a duré 5 ans. Putain, tout ça en 5 ans. 4 fois championne en 5 ans, 4 fois MVP des finales. Ouais. C'est un beau score. Et vraiment, genre, c'est 97-2000, elle est aux Comets. Et après, elle fait une pause et elle vient faire une pige en 2003 au Storm. Ok. Genre... Putain. Genre, alors, c'est-à-dire que quand la ligue a été créée, elle était déjà assez âgée, parce que je crois qu'elle avait déjà 29 ans. Mais ça pèse quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça pèse très très fort. En 4ème, on va aller vite, puisque c'est Madame Maya Moore. Donc je vous invite à aller voir directement l'épisode que je lui ai dédié, qu'on lui a dédié, pardon. Parce que j'ai pas envie de parler plus de Maya, elle est trop forte. Ouais, la reine invincible, quoi. Des victoires. Ouais, la reine invincible, voilà, c'est dit. En 5, Madame Lisa Leslie, icône des Sparks de 97 à 2009, 17 points de moyenne en carrière, accompagnée de 9 rebonds, 2 titres, je le disais plus tôt, 2 titres de MVP des finales, 3 fois MVP de saison régulière, 2 fois Deepoy, première femme à dunker en WNBA et 8 fois WNBA First Team. Pas mal. Un beau palmarès aussi. Le première femme à dunker en WNBA, il est très très stylé. Ouais, ça c'est une ligne belle. Une ligne qu'elle est belle. Ça c'est une ligne qu'elle est jolie. En 6, Madame Cheryl Swoops. J'adore ce nom. Parenthèse, j'adore. Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est trop marrant. Cheryl Swoops. Y a rien qui fait plus basket que Cheryl Swoops. Ouais. C'est Cheryl Swoosh. On est bien d'accord? Ouais, c'est pas mal. Grande star des Houston Comets, même si elle a fait 2 piges après ça, une avec les Storm en 2008 et une avec les Sharks en 2011. Elle est 4 fois titrée là-bas, aux Comets. 3 fois MVP de saison régulière, 3 fois Deepoy, 5 fois All WNBA First Team. Encore un tableau de chasse sympathique. Ouais, pas dégueu. Madame Cheryl Swoops, alors c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Tamika Catching, on est sur une ailière. Cynthia Cooper, on est plus sur une meneuse. Enfin, une guard. Maya Moore, guard. Lisa Leslie, pivot. Cheryl Swoops, on est sur une ailière aussi. Okay. Lauren Jackson, qui est l'internationale la plus haut classée, qui était donc une intérieure. C'est une Australienne. Elle est la première étrangère à vraiment dominer la WNBA avec le Storm entre 2001 et 2012. Pour elle, c'est 2 titres, 3 titres de MVP, 1 titre de MVP des finales, 1 titre de défenseur de l'année, 7 All WNBA First Team. Bravo, Madame Lauren Jackson. En 8, j'avais presque envie de dire quand est-ce qu'elle arrive, Madame Sue Bird. La fameuse. Ah, moi j'adore Sue Bird. Franchement, déjà j'adore le smile de Sue Bird. J'en ai parlé, je trouve que, je sais pas pourquoi, il y a une ressemblance avec Caitlin Clark. Mais cette dame est exceptionnelle, 4 fois championne avec les Storm, à qui elle aura toujours été fidèle. Une Commissioner Cup. La leader all-time en termes de passes décisives. Pour autant, elle est quand même 7ème en termes de scoring, 3ème en termes de 3 points marqués. Donc ça met quand même des paniers. Oui, un peu, ouais, quelques-uns. Et quelques-uns. Et c'est surtout la première joueuse de l'histoire à avoir gagné des titres WNBA dans 3 décennies différentes. Ok, Tim Duncan. Ah, je m'y attendais pas, ok, Tim Duncan, bien vu. En 9, une dame qui aura, je pense, son épisode très bientôt, Candace Parker. La star des LA Sparks. La 2e athlète à dunker dans un match. Pas mal. Parce que c'est sympathique. Cette dame a réalisé un exploit. Tu sais c'est lequel? Elle est Rookie of the Year et MVP la même saison. Oh, ok, Magic Johnson. Ah, mais pas des finales, MVP tout court, de saison régulière. MVP tout court. Ah oui. Oui. Ah ok. Ah pardon. Oui. Ah ouais. L'adaptation, connais pas. Non, bah elle s'adapte bien, on va dire, plutôt. Bravo, Candace. C'est très...
Elle s'est très bien adaptée. Elle a réalisé un exploit aussi incroyable, c'est qu'elle a gagné donc un titre avec les Sparks en 2016, mais elle a aussi gagné un titre avec sa ville natale de Chicago, puisqu'elle a rejoint les Skies en 2021 et elle a gagné la même année. Bravo madame. Pas mal. Et bien que blessée, elle a fait partie de l'équipe d'Aces qui est championne cette année. Ah ouais? Ouais, elle était dans l'équipe. Donc au final, ça fait quand même 3 titres, un MVP des finales, 2 MVP de saison régulière, un Rookie of the Year, un Deep Boy. Un palmarès 6 WNBA First Team. Le palmarès, il est posé. Ouais. En numéro 10, je vous en avais parlé aussi dans l'épisode de My Amour, Madame Sylvia Falls. Une dame qui s'est d'abord illustrée avec les Skies, puis ensuite qui a rejoint les Lynx. C'est là-bas où elle va faire ses grosses armes, puisqu'elle va gagner les 2 seuls titres de sa carrière là-bas. Elle va gagner les 2 derniers avec Minnesota. Elle est MVP là-bas, puisque quand elle arrive, on lui laisse les clés. Donc elle est MVP en 2017, elle est 2 fois MVP des finales quand elle est championne, donc c'est 2000... Ah, je suis un enfoiré. 2015 et 2017, pardon. Elle est aussi, cette dame, all-time leading en rebond. 3 fois défenseur de l'année. 3 fois All-WNBA First Team. Et alors ça, je l'ai noté, je ne les ai pas notés pour les autres, mais 9 fois All-WNBA First Defensive Team. Ah oui, lockdown. Ah ouais, non, là, c'est... Ah, je respire dans ton short. Voilà, marquage de la culotte, comme on dit. Exactement. All-time leader également en double-double. Sympa, hein? Sympa. La joueuse qui m'a fait aimer la WNBA et qui m'a fait commencer à regarder, avec Kelsey Plum, Madame Elena Della Donné. Et Madame Elena Della Donné, alors elle est championne en 2019, elle a 2 titres de MVP, elle est Rookie of the Year. Mais elle est surtout la première et seule joueuse de l'histoire à faire une saison en 50, 40, 90. Oh. Et dites-vous que j'ai été regardé, on est sur du 54, 43, 97% au lancer franc, d'accord? 97%. Ah, et puis le 50, 40, 90, il est clean. Genre vraiment. Ah ouais, non, pas... il est pas volé. Hein. C'est pas comme ton bac à 50, 0, tu vois. Il y avait un peu de marche, quoi. Oh la balle. Bah. On va aller plus vite sur les prochaines si vous m'en voulez pas. On t'en veut pas. Parce que si on m'en veut pas, sinon ça va être bien trop long. Oui. En numéro 12, Madame Brianna Stewart, qui pourtant n'a été draftée qu'en 2016. Qui a été draftée à l'époque du côté de Seattle et qui est aujourd'hui du côté des Liberty. C'est certainement aujourd'hui, avec Aja Wilson, celle qui a le plus de chances d'aller chercher Diana Taurasi pour la place du GOAT. Dans ce qu'elles font, ces 2 femmes, est absolument exceptionnelle et mérite d'être suivie. En numéro 13, Madame Yolanda Griffith, qui est à l'époque une dame qui est draftée, pour l'anecdote, en 99 par les Monarchs. Elle a 29 ans et elle va être MVP cette année-là, mais bizarrement, elle remporte pas le Rookie of the Year. Attends, elle est MVP, mais elle est pas Rookie de l'année. Sache que j'ai rien compris à cette information, mais elle est vraie. Bah, je comprends. Je me doute bien que... ok. Ça n'a aucun putain de sens, mais d'accord. Non, t'es la meilleure joueuse cette saison, mais t'es pas la meilleure rookie. Ça n'a aucun sens. Ouais, au total, cette dame, elle est titrée en 2005, elle est MVP, Finals MVP, Defensive Player of the Year. Voilà. Ouais, elle a tout gagné, quoi. Il y a du monde. Madame Simone Augustus, qui est la meneuse de la dynastie des Minnesota Lynx, et qui est très clairement, déjà 4 fois championne forcément, etc., qui a quand même un MVP des finales en 2011. Okay. Et qui est dit par tout le monde comme étant l'un des plus gros cerveaux qui ait foulé qui a mis un pied sur un terrain de WNBA, et surtout quelqu'un dont la carrière et les récompenses individuelles sont vachement diminuées par le fait qu'elle ait joué à côté de My Amour, parce que sinon tout le monde s'accorde à dire que ça aurait été une putain de légende. Et c'est déjà une putain de légende. À la manière d'un Pippen à côté de Jordan, quoi. En gros. Un petit peu, effectivement. En numéro 15, Madame Tina Thompson, elle fait partie du trio des Comets. Et cette dame, sachez que elle avait une excellente qualité, c'était d'être une shooteuse à 3 points de l'enfer. Ah ouais? Et vraiment, en termes de gestuelle, c'est sublimissime. J'ai été regarder quelques trucs, c'est magnifique. Et globalement, il disait que ça t'envoie, hein. Tu lui laissais pas 1 centimètre, hein, sinon elle te l'envoyait dans la gueule. Sur une échelle de 1 à Sabrina Ionescu, on en est où? Sur une échelle de 1 à Sabrina Ionescu, on en est avant Diana Taurasi, c'est moi qui est all-time leader au scoring. Ok, ouais, je vois. Ouais, pas mal. Tu vois un peu ce qu'on veut dire? Ouais, je vois. T'as capté? Ouais, je comprends mieux maintenant, ouais. En numéro 16, une dame qui était championne en ABL avant de rejoindre la WNBA, Madame Katie Smith. Pareil, on est sur en fait la meneuse de Bill Laimbeer aux Sharks, puisque elle arrive quasiment en même temps que lui, et enfin elle arrive après le premier titre en 2005.
Et il va lui dire globalement, écoute, est-ce que tu pourrais pas défoncer tout le monde en face de toi? Donc ça va permettre au Choc de gagner 2 titres. Elle va donc prendre un MVP des finales. Et la 3e en termes de 3 points rentrée dans l'histoire. Pas mal. Numéro 17, une dame qui a fait l'actualité il y a pas longtemps. Oh. Madame Brittney Griner. Ouais, oui. Qui est en vrai quelqu'un, puisque alors elle est draftée donc en 2013, comme je vous le disais. Elle est championne en 2014. Elle est déjà 3e all-time en termes de contre. C'est la meilleure en termes de moyenne en carrière. Elle est, et ça c'est un titre de ouf, la carrière dunk leader en WNBA. Puisque à l'époque, en 2021, donc je sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui, mais en 2021, sur 27 dunks dans l'histoire, elle en avait 19. Ah oui, le pourcentage est... quoi. En fait, il faut... Bah oui, mais c'est une 7-footer, quoi. Oui. Avec ça aide. Des sacrées qualités athlétiques. Ça aide. C'est vachement moins compliqué pour elle de dunker, tu vois, elle peut te poser les tomards à 2 mains. Oui. Et son impact, il se mesure en dehors des terrains aussi à Brittney Griner, puisqu'elle est la première athlète ouvertement gay à signer un contrat avec Nike. Ça, c'est beau. Donc c'est plutôt stylé. En 18, tiens, on en parlait, c'est une coéquipière de Maya Moore à UConn, Madame Tina Charles, qui est une dame aussi assez impressionnante, puisqu'elle va faire Rookie of the Year, MVP. Elle a d'abord joué du côté des Liberty, puis aussi dans le Mystique. Elle a malheureusement jamais gagné de titre. Et de ce que j'ai lu, c'est globalement ce qui lui manque dans sa carrière. Mais joueuse assez exceptionnelle. Une forward qui cassait plutôt pas mal de bouches, 2e all-time en termes de rebond. Ok, pas mal. 4 fois All-Defensive Team. Autant vous dire que globalement, de tout ce que j'ai vu, tu fais difficilement plus athlétique et plus professionnel qu'elle sur le poste 4. J'ai presque envie de dire un petit peu à la vibe d'un Rodman, même s'il y a une autre qui va un peu mieux avec cette compa plus bas. En 19, il y avait Madame Lindsay Whalen. Elle va notamment être draftée par les Connecticut Sun et aider l'équipe à faire 2 trips de suite là-bas. Malheureusement, jamais de titre avec les Suns. Et en fait, elle va être la meneuse. Enfin, parce qu'il jouait un peu avec 2-3 meneuses aux Lynx. Puisque Maya Moore était une fausse poste 3 mais pouvait jouer 2. Augustus était une 2 qui pouvait jouer 1. Et Madame Whalen était une 1 qui pouvait jouer 1 ou 2 aussi. Alors elle aura fait des allers-retours avec le banc, mais elle aura participé activement aux 4 titres de champion. Assez activement, je pense, puisqu'elle est quand même 3e all-time en termes de nombre de passes décisives. Ouais, on peut dire que c'est actif. Ce qui n'est pas dégueu. C'est assez actif. C'est plutôt actif, oui. Plutôt actif. En numéro 20, l'une des perdantes magnifiques de cette liste, Madame Angel McCourtry. McCourtry, oui, c'est ça. Pas facile à dire. Qui est une dame qui a été draftée par les Dreams, qui est Rookie of the Year et qui est incroyable au terme de scoring, puisqu'elle a une très grosse déjà moyenne avec 18,7 points par match. Mais surtout, elle a réussi à emmener 3 fois les Atlanta Dreams en finale alors qu'elle n'avait aucune coéquipière All-Star. LeBron James vibes. Malheureusement pour elle, des défaites à chaque fois. Une carrière quand même un peu récompensée d'un point de vue parce qu'elle a quand même 7 defensive teams et 2 All-NBA First Team. Pas mal. Pas mal non plus. Mais un peu la malchanceuse du groupe finalement. Ouais, le chat noir, le Elgin Baylor. Ouais, un petit peu le Elgin Baylor, c'est vrai, c'est pas faux. Le Poulidor. Le Poulidor. Ça marche très bien. En numéro 21, Madame Cappy Pond-Dexter, qui fait partie de ce Big Three des Phoenix Mercury. Et pas du tout, puisqu'elle a joué au Connecticut Sun. Qu'est-ce que je raconte? Je me trompe de ligne. Elle est draftée au Mercury, excusez-moi, et elle va faire une saison rookie impressionnante. Attends, non, elle a bien gagné le Mercury. Non, c'est juste moi qui écris n'importe quoi sur ma ligne. Je suis désolé, c'est la fin de l'épisode, c'est le bordel, voilà, ma tête ne suit plus. Elle a bien gagné 2 titres avec le Mercury en 2007 et 2009. Elle est MVP la première année, MVP des finales, bien évidemment. Et c'est une joueuse offensive absolument exceptionnelle. Qui est une poste 3, 3&D, ça tire à 3 points. Et alors, vous imaginez bien, je le disais tout à l'heure, dans un Phoenix Mercury qui joue très run and gun, ce genre de profil, on aime. Oui, et elle va exceller. Sympa. En 22, Madame Nneka Ogwumike, qui est draftée donc par les LA Sparks, qui va aider à cette franchise de Los Angeles à gagner un titre. Et en 2016, l'année où donc, LA gagne le titre, même si elle n'est pas MVP des finales, elle est MVP de saison régulière, grâce à la saison la plus efficiente de l'histoire de la WNBA pour une joueuse. Elle tourne à 19,7 points par match, à 66,7% au tir. Quoi ? Dont 66,7% au tir, avec 73,7% de true shooting. 66% au tir ? Ouais, on parle d'une poste 3, si jamais. Ça veut dire que
2 tirs sur 3, elle les met. Exactement. Quoi qu'il arrive. Oh putain. Voilà, c'est sympa, hein. Ça n'a aucun sens, cette stat. T'es au courant de ça? Oui, je suis au courant que ça n'a aucun sens. Mais c'est pour ça que j'aime bien pas la commenter, parce que quand t'as fait pas de sens, j'ai pas de mots, donc... Ok. C'est Ogu Mikex. C'est Ogu Mikex. Voilà. Sachez que donc cette dame est aussi présidente du coup du WNBPA et qu'elle a rejoint les Seattle Storm cette année. Donc on peut encore la voir jouer du côté de la WNBA. En numéro 23, peut-être l'athlète WNBA la plus connue des fans de NBA. Est-ce que tu vois de qui je parle? Hein? J'ai pas écouté. Peut-être l'athlète WNBA la plus connue par les fans NBA. Ah bah UNESCO, j'imagine. Non, elle a été assistante de Greg Popovich. Ah bah Becky Hammon. Oui. Bah de plus connu, vous allez voir. Oui, si. Oui, ah oh. Oui bah UNESCO c'est l'actu, excuse-moi d'être dans l'actu en fait. Oui c'est l'actu, mais enfin moi en attendant j'ai entendu parler de Becky Hammon avant UNESCO. Oui moi aussi. Allez, c'est pas grave. Pas de titre majeur malheureusement pour elle en WNBA. Et pas non plus un palmarès solo flamboyant, mais en fait une histoire absolument exceptionnelle, puisque c'est la seule joueuse non draftée de Stop. Et en fait c'est une joueuse qui a souvent été considérée comme trop petite ou trop lente, et qui s'est bougé le cul pour se faire une place et devenir l'une des très grandes, d'abord aux Libertés puis à San Antonio, et désormais en tant que coach des Las Vegas Aces, où elle a déjà remporté 2 titres. La floor générale, une petite meneuse de jeu, qui faisait bien mal. Celle que je voulais comparer à Rodman tout à l'heure en 24, Madame Rebecca Brunson. Une dame qui a pas une grosse moyenne de points, tiens, comme Rodman, 9,2 points par match. Mais par contre, 5 titres de championne. Ok, comme Rodman. Qui est tout simplement le plus gros total de tout athlète WNBA. Pas mal. Sympa, hein, parce qu'elle a en fait d'abord fait partie des Monarchs, puis ensuite elle est allée aux Lynx. Et 7 fois First Defensive Team, c'est aussi bien sympathique. Et de ce que tout le monde dit, un peu comme Rodman, hein, finalement. Ouais, elle aurait pu scorer, elle aurait pu demander plus de ballons en attaque, hein, mais elle a fait les basses besognes et ça a permis à n'importe quelle équipe dans laquelle elle était de gagner. Bah bien joué à elle. Ouais, comme quoi avoir un rôle, c'est important. Ouais. Et on clôt ce top 25 par Madame Penny Taylor, qui est la femme de Diana Taurasi. Alors, on s'en fout, mais voilà, j'ai vu l'anecdote, je voulais la dire. Cette Australienne a d'abord joué aux Cleveland Rockers. Puis quand cette équipe s'est vue dissoute, elle va être draftée en numéro 1 dans la draft de dispersion par les Mercury. Et c'est là-bas où elle va aider l'équipe notamment à gagner les 3 titres et où elle va du coup rencontrer sa femme, Madame Diana Taurasi. C'est beau. C'est mignon. Voilà pour ce qui était le top 25 de ESPN. Je pense avoir fait un bon petit tour des joueuses un peu sympas qui ont marqué l'histoire de cette ligue sans non plus vous en dire trop. On va faire une petite mention à la génération future avant de clôturer. Je pense à A'ja Wilson, évidemment, qui est déjà 2 fois MVP et 2 fois championne. Je pense à Madame Kelsey Plum, notre logo. Évidemment, comment l'oublier? Évidemment. Comment l'oublier, qui était une superstar en NCAA et qui est encore une superstar en WNBA, mais parce qu'elle a aussi une présence médiatique en dehors de ça. D'ailleurs, elle a lancé sa marque de cigares, merci de m'en offrir. Je pense aussi à une dame qu'on connaît bien en Europe, et je fais un coucou à tous nos voisins belges. Madame Messeman. Madame Messeman, exactement. Alors peut-être pas vraiment la génération future, parce qu'elle est plus âgée, Messeman, il me semble. Ouais. Mais quand même une dame qui a marqué récemment, hein, puisqu'elle est MVP des finales. Hein. C'est pas rien avec les Mystics. Puis championne d'Europe avec la Belgique, tout de même. Et championne d'Europe avec la Belgique, effectivement. Tu ne fais que d'en parler depuis tout à l'heure, donc vas-y, c'est ton moment, parle-en. De qui, Marine Johannes? Oh, tu m'emmerdes. Sabrina Ionescu, oui. Oui. Première femme à avoir sa signature shoes. Et ça, c'est un flex. En tout cas, première femme à avoir sa signature shoes commercialisée. Parce que Candace Parker l'a eu avant, mais c'était pas commercialisé. Mais très stylé quand même. Sabrina Ionescu, on l'a vu au concours de 3 points avec Steph Curry. On a vu tous ces highlights la saison dernière. On l'a vu aller jusqu'en finale, au final l'année dernière aussi. Exactement. C'est une des très grosses stars. Même si, à la manière d'une Kelsey Plum, finalement, elle n'est que la lieutenant
de la réelle franchise player, parce qu'elle est la lieutenant de Brianna Stewart. Il y a des lieutenants de luxe quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais. Bah, quand tu penses que dans cette équipe, il y a aussi une dame qui s'appelle Jonquel Jones, qui a accessoirement été MVP en 2021. Ah, mais vraiment la super team qu'elles ont. ouais, bah même... Bon, on aurait pu en parler, mais même Vandersloot des Liberty, sympa. Bref, nous avons aussi une dame qui a été draftée il y a 2 ans, en numéro 1, Madame Rinée Howard. Vous ne savez certainement pas qui c'est. Faites-moi confiance. Allez mater des highlights de Rinée Howard. C'est une guard des Dreams. Elle est si forte en attaque. Mais elle est si forte. C'est insolent. Exceptionnel. C'est insolent à ce point-là, ouais. Nous avons aussi Madame Skylar Diggins-Smith, alors pareil, qui est un peu plus âgée, mais qui fait partie pour moi des mentions honorables. Meneuse donc là actuellement des Dallas Wings, si je ne m'abuse, et qui est une des Street aussi, et qui est une star. Alors il me semble qu'elle sort aussi avec une star aux États-Unis, mais je sais pas qui. Mais c'est avant tout une très bonne joueuse de basket. Alors elle ne joue plus en WNBA, mais je voulais en faire une mention parce que moi elle m'a aussi permis d'accrocher à cette ligue quand j'étais encore au lycée, Madame Liz Cambage, qui aujourd'hui ne joue plus du tout au basket et fait autre chose pour des questions de soucis de santé, de soucis de santé mentale, et on espère que tout va bien de son côté. Mais qui a quand même marqué l'histoire de cette ligue, puisqu'elle a, avec Aja Wilson, le record de points sur un match, avec 53. Eh ouais, pas dégueu. Dame qui est passée par les Wings et les Aces. Okay. Et petite dernière, mais parce que c'est pareil, genre j'ai un affect avec ce jeu, pourquoi? Parce qu'un jour j'ai acheté un t-shirt, elle était dessus, Madame Natasha Cloud, qui était la meneuse des Mystics, et qui, si je ne dis pas de bêtises, s'est barrée du côté des... Ah, j'ai un doute, est-ce qu'elle s'est barrée du côté de Connecticut ou du côté de Phoenix? Il me semble qu'elle s'est barrée du côté de Connecticut, si je dis pas de bêtises. Quelques mentions à la génération future, j'ai certainement oublié des noms. Je ne prétends pas être le plus grand fan de WNBA, mais je suis un fan assez casual qui commence de plus en plus à s'intéresser, et à vrai dire, commence à presque plus s'y intéresser que la NBA, on va pas se mentir. Ah, puis un petit mot pour nos Françaises aussi quand débat. Même. Ah, tu peux parler de Marine et d'Iliana? Évidemment, puis même dans l'histoire, on a eu Sandrine Gruda aussi qui est passée par là. C'est vrai qu'on a eu Sandrine Gruda, j'y ai pas pensé. Au Sparks, si je me souviens bien, si j'ai pas de bêtises, qui a été championne avec les Sparks. C'est possible. Il me semble que c'est ça. Elle est championne en 2016 avec les Sparks, je vais te dire ça tout de suite, attends. Il me semble. Et puis même, on a... Laisse-moi te dire ça. On a une ou deux Françaises draftées cet été, là. Enfin, cet été. Là, il y a un... Leila Lacan et... Et Carla Leite. Comment elle s'appelle? Carla Leite, exactement. Ouais. Effectivement, Sandrine Gruda est bien championne avec les Sparks en 2016. Let's go. Ce qui me semblait... Non, donc, même chez nous... petits Françaises et Français, on a nos porte-drapeaux outre-Atlantique. Et c'est ça qui est beau. Bah ouais. D'ailleurs, je vous invite, c'est vrai que j'y ai pas pensé, moi je vous invite à aller suivre ce que fait Liana Rupert sur les réseaux, puisqu'elle présente pas mal son quotidien de joueuse, où elle explique un petit peu comment ça se passe, les obligations qu'elles ont, et c'est assez intéressant à suivre. Très très chouette. Iliana en plus qui est souvent citée, alors qui est vraiment une joueuse installée de rotation, et j'avais vu pas mal d'interviews où ça la citait comme une excellente joueuse à son poste. Ce qui explique notamment qu'elle ait fait le final cut d'un roster des AS6 qui visait le titre, alors qu'elle était rookie. Pas mal. Parce que c'est vrai que j'ai complètement squeezé, mais que 144 femmes, vous imaginez que le talent est condensé. Oui, c'est dense. C'est dense. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, ou je peux finir sur une dernière crotte de nez? Ouais, je t'en prie, finis sur ta dernière crotte de nez là. Je t'en supplie même. Crotte de nez à l'actu WNBA, puisque si vous la suivez, vous avez vu peut-être que les joueuses des Aces se sont fait épingler parce que la ville de Las Vegas a mis en place quelque chose qui fait qu'ils ont versé $100 000 aux joueuses aux joueurs ou joueuses de franchise résidentes de Las Vegas. Et du coup, la WNBA est venue en mode c'est pas normal que vous touchiez de l'argent de sponsorship, etc. Donc, crotte de nez à la WNBA, laissez vos stars être payées, comme l'a dit Aja Wilson. Vous voulez pas que vos meufs soient payées. Mais voilà cette crotte de nez. J'ai trouvé ça de très mauvais goût de la part de la NBA de la WNBA de faire chier sur ça. Oui, on est bien d'accord. Genre merde, payez-les plus d'abord et on verra ensuite. Quand c'est LeBron, ça pose pas de problème. C'est ça. Mais quand c'est une joueuse des Aces, oui, mais parce que c'est la ville, donc vous comprenez, ça peut être de la concurrence défavorable. Bah non, les villes ont le droit de mettre des plans. Si une ville a envie d'offrir de la thune à ses citoyens, elle a le droit de le faire. Oui. Elle vous fait enculer. On est bien d'accord. Et putain, j'ai oublié de placer ça. Ah, je suis dépité de m'en souvenir maintenant. Vas-y, il est pas trop tard. Il est pas trop tard. Je voulais parler de ce qu'avait dit Kelsey Plum sur la différence de paye entre les athlètes NBA et WNBA. Et reprendre ces mots parce que ce sont les plus justes que je n'ai jamais entendus sur la situation.
les joueuses de WNBA ne demandent pas à être payées de la même manière que les athlètes de NBA. Elles sont bien conscientes qu'elles ne génèrent pas les mêmes revenus. Cependant, elles aimeraient toucher la même part du gâteau que les athlètes NBA, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà. C'est quand même une nuance qui a son importance. Oui, clairement. On finira là-dessus. C'est marrant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu, Baptiste. Ça m'a plu, c'était fortement intéressant. Je t'avoue que ma connaissance de la WNBA était assez limitée. J'avais connaissance de... genre la plupart des joueuses que tu as citées, je les connaissais ou c'est des noms que j'avais déjà entendus et voilà, mais oui, j'ai bien aimé en gros que tu fasses le travail de recherche à ma place et que j'ai eu juste à m'asseoir et à écouter. C'était très agréable et très intéressant et maintenant je vais pouvoir briller en société. Et ça me fait plaisir. Et bah tant mieux, c'était le but, de vous servir de porte d'entrée un petit peu. On a été exhaustif sur rien, mais au moins vous avez un peu les grandes lignes et surtout peut-être des axes pour lesquels creuser de votre côté. Exactement. Pour devenir fan. Je pense que le premier axe sur lequel creuser pour devenir fan, c'est de regarder la saison qui là vient de commencer. Exactement. Et de kiffer quoi. Surtout que là, genre la saison NBA va bientôt terminer, vous avez plus d'excuses quoi. En gros. Et puis franchement, c'est incroyable. Voilà. Ça joue. En vrai, ça joue mieux que les mecs. Ça joue plus tactique que les mecs. Il y a peut-être pas de dunk, mais en vrai c'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu regardes l'Euroleague, tu regardes pas ça pour le, tu regardes ça pour le, c'est le vrai basket, le basket tactique, tout ça, c'est ça qui est bien, tu vois. C'est ça qui est cool avec puis il y a des belles performances, il y a des rivalités, il y a tout pour faire kiffer, c'est spectaculaire aussi. N'allez pas croire. Oui. Et avec des athlètes comme Caitlin Clark, l'est encore plus. Évidemment. J'ai une petite question de fin, tiens, comme ça. Peut-être que ce sera coupé, on verra. Est-ce que tu te souviens de quand j'ai commencé à faire de la propagande WNBA auprès de toi? Parce que dans mes souvenirs, j'ai commencé assez tôt à faire de la propagande pour la WNBA. Moi, j'ai des souvenirs de toi qui me parlent de... justement d'Elena Deladonnay et tout, quand on est au lycée, tu vois. Ouais, parce que moi, je sais que j'ai commencé à suivre, je trouve, assez tôt pour un fan européen français. Mais sans dire que je suis le plus grand expert, hein. Mais je me suis posé la question en disant putain, mais c'est vrai que je commence à vraiment suivre cette ligue depuis longtemps. Et je me suis dit tiens, Baptiste va se souvenir, à mon avis, j'ai dû faire de la propagande quand on était au basket. Et je pensais notamment à Elena Deladonnay. Mais ouais, mais c'est le premier nom dont tu m'as parlé et tout, que genre moi j'avais vu des vidéos passer, mais bon, je m'y intéressais pas plus que ça. Mais ouais, je pense que depuis le lycée, donc ça fait bientôt 10 ans, on est vieux. Un bout de temps. Ah merde. Oh shit. Mais ouais, non, depuis à peu près cette époque-là, je dirais. Et t'as toujours pas commencé à suivre régulièrement? Non, je suis de loin, de très loin. Mais après... De temps en temps, je regarde les résultats des highlights ou les classements, tu vois. Mais c'est quand l'envie me prend et que j'y repense. Mais c'est pas un réflexe comme la NBA où c'est tous les jours, je regarde les résultats de la veille et voilà, quoi. Ouais, je vois. Mais après, tu vois, c'est ce que j'en avais parlé avec les gars du roster. Je trouve que c'est aussi un aspect assez chouette de la WNBA, c'est que donc ça se suit quand il n'y a rien en parallèle. Et ça peut se suivre de manière très casual. Vous avez rarement plus de 4 matchs par nuit. Ouais. Donc en vrai, c'est assez simple d'être up-to-date avec cette ligue. C'est sûr que la NBA, quand t'as 10 matchs dans la nuit, si tu veux regarder tous les résumés, bah t'en as pour 2 heures. Ouais, c'est ça, même en faisant les résumés rapides, ouais, c'est ça, en compliqué. faisant les résumés de 10 minutes, déjà, si tu fais les résumés de 10 minutes, tu vois pas tout le match, bon, voilà. Et, et puis surtout, tu fais les trucs condensés, 30 minutes, allez, fais 30 x 10, mon ref, tu vas passer 6 heures à regarder tes matchs. Moi, j'ai pas 6 heures dans ma journée à accorder à la NBA, tu vois. Même si je suis passionné, j'ai un travail et l'école à côté, quoi. Tu vois. C'est ça. Donc ouais, voilà. Mais bref, suivez la WNBA. Évidemment. Pour finir sur ça, c'est plus simple à suivre. C'est ça. Et puis on s'arrête là, mon ami. On peut s'arrêter là. Eh bien, je te remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Plaisir, comme toujours. On va vous faire des énormes bessos. On vous fait des gros poutou. Et on vous dit topette. On vous dit topette et on vous dit à la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. À la semaine prochaine. Bisous.